Aujourd'hui, on analyse un film feel good. Dans Pop Culture et Psycho, je vais vous parler d'un film, d'amour. Pour moi, c'est un film incontournable. C'est un film que je vois tous les ans au moment de Noël et c'est Love Actually, film anglais qui parle d'amour, mais pas que. Ça ne parle pas que de d'amour amoureux. C'est pas une histoire d'amour avec, la fille rencontre le garçon rencontre la fille et comment vont-ils faire pour vivre leur passion? Pas du tout. C'est un film qui est une succession d'histoires d'amour avec un grand A, parce qu'on parle d'amour au sens large. Il y a des couples naissants, il y a des couples anciens, il y a des blessures relationnelles, des évitements, il y a de l'amour, fraternel, il y a du soutien, entre collègues, il y a de l'amitié, il y a de la sexualité bien sûr, mais on parle aussi de deuil amoureux, on parle aussi de relations, parents-enfants, de relations familiales. Bref, c'est un film qui est très, très riche, qui est très chouette et qui est très complexe, parce qu'il nous montre finalement un tableau qui est vraiment nuancé. Bien sûr, ce n'est qu'un film, donc on ne peut pas tout montrer, mais quand même dans ce film, on voit que l'amour, il a d'innombrables formes différentes. On voit que l'amour n'est jamais simple ou très rarement simple et puis qu'il n'est jamais pur, quoi qu'on puisse mettre derrière le mot pur. On constate que l'amour, c'est traversé par des blessures, par des peurs, par des loyautés, par beaucoup de défenses automatiques. Et pour moi, ce film, il nous dit que l'amour, ce n'est pas qu'une émotion qui naît quand il y a la bonne alchimie avec la bonne personne. L'amour, c'est pas le bon moment, où on va rencontrer notre âme sœur. Non, l'amour, c'est quelque chose qui est vivant et qui est chargé de toute notre histoire. La relation amoureuse, la relation, amicale, bref, la relation d'amour avec quelqu'un, elle est habitée par toutes nos expériences de vie et celles de l'autre aussi, et les expériences de l'autre, on n'y a généralement pas vraiment accès. Donc l'amour, c'est compliqué, oui, c'est sûr. Je vais vous présenter les différents couples que l'on voit, couples, duos, binômes, triômes, et cetera, qu'on voit passer à travers ce film parce que, heu, chaque histoire va nous montrer une manière différente d'entrer en lien avec les autres. Alors, je vous ai préparé, le petit sommaire pour que vous y retrouviez. Déjà, on va parler de la relation, qu'essaye de vivre le personnage de Sarah, où elle essaye d'aimer sans s'autoriser pour autant. Il y a l'histoire avec Harry qui aime en trahissant. Il y a l'idéal, l'amour idéal qui est représenté par le personnage de Marc. Il y a Jamie qui essaye de se réparer dans une nouvelle relation amoureuse. Il y a le personnage de Daniel qui est très intéressant parce que lui, il survit, heu, la question est: comment survivre à la mort de l'être que l'on aime? Et puis, il y a Judy et John qui, eux, aiment simplement, qui sont eux aussi une bonne manière de représenter. Il y a d'autres relations amoureuses, d'autres personnages, mais je vais vous parler déjà de ceux-là, sinon je pense qu'on peut y passer 2 heures sans problème sur cette vidéo. J'ai pris les personnages, qui me semblent les plus intéressants, sachant que vous pouvez finalement adapter ce qu'on va voir ensemble sur ces personnages et ces couples-là, à d'autres personnages un peu plus subalternes dans la série d'histoires qui nous est présentée dans ce film. Donc toujours est-il que l'amour ici, il nous est vraiment présenté comme quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'il va nous révéler comment la personne vit psychiquement les choses. Comment la personne en fait, enfin ça va nous en dire beaucoup sur la personnalité de chacun des personnages, par la manière dont ils investissent la relation d'amour à l'autre. Donc pour commencer, je vais vous parler de Sarah. Sarah, c'est une jeune femme qui est profondément attachante. On la voit surtout dans son contexte professionnel. On voit qu'elle est amoureuse de son collègue Karl, le beau Karl, qu'elle regarde de loin avec, la langue la langue qui se déplie, les yeux qui sortent des orbites. C'est vraiment, le la caricature des amours adolescents où on regarde l'autre de loin en l'idéalisant perpétuellement. Ceci dit, dans cette histoire, la relation avec Karl, elle pourrait exister. Mais au moment où il pourrait se passer quelque chose, finalement, c'est elle qui met un stop à ça parce qu'elle ne peut pas s'y abandonner. En fait, on voit qu'elle est prise dans une autre relation. Elle est prise dans son lien à son frère. On comprend que son frère est handicapé mental.
en tout cas qu'il est dans un hôpital particulier. Elle le dit elle-même, elle est la seule personne de sa famille qui reste. Leurs parents ne sont plus là, on suppose qu'ils n'ont pas d'autres membres de famille et donc en fait, pèse sur les épaules de Sarah, une loyauté familiale extrêmement lourde. Une loyauté inconsciente, mais une loyauté tout de même et ce qui fait qu'on voit qu'elle a de la culpabilité à vivre pour elle-même. On voit qu'elle n'arrive pas à mettre son désir au premier plan. Elle n'est pas en train de se prioriser dans sa vie. Elle priorise d'abord son lien à son frère. Elle a son téléphone greffé à sa main pour répondre à chacun de ses appels et son frère l'appelle X fois par jour pour ne rien dire, puisqu'en plus il n'est pas dans une communication, nourrissante pour elle. Donc effectivement avec Karl, c'est une, rencontre ratée, non pas parce qu'elle choisit d'abandonner, mais c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle renonce finalement à sa relation parce elle est prise de manière beaucoup trop forte dans sa relation à son frère et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une configuration que je retrouve très souvent. Le fait que, finalement prendre soin des autres, ça devient une manière surtout d'éviter de se choisir soi. Parce qu'on peut prendre soin des autres sans pour autant s'oublier dans le phénomène, mais prendre soin de soi, c'est aussi un risque que souvent on ne nous a pas appris à prendre tout petit et donc qui est compliqué à mettre en place quand on est adulte et qu'on a passé notre vie à nous sacrifier perpétuellement pour les autres. Je change de couple, je vais parler d'un couple qui a fait beaucoup parler parce que joué par 2 grands acteurs fantastiques, la scène avec, Karen et enfin moi en tout cas je la vois passer très souvent sur les réseaux sociaux, alors c'est peut-être mon algorithme, vous allez me dire, mais cette scène alors je vous remets un petit peu le contexte. Karen et Harry sont mariés, ils ont 2 enfants, on voit que c'est un couple plutôt mature. On n'est plus dans les débuts de l'amour, on est dans la durée. Ils ont donc 2 enfants qui ont, je ne sais plus, 10 ans en gros, 10-12 ans et Karen est clairement dans son rôle maternel, elle croit à fond en son couple, et puis forcément il y a quelque chose qui se fissure, hein. On voit qu'il y a un moment de bascule quand elle découvre que son mari la trompe. Alors on ne sait pas s'il la trompe physiquement, mais en tout cas il y a de la tromperie émotionnelle puisque il se laisse séduire par une de ses employées et il lui achète un très beau bijou en or, alors que pour sa femme, il lui achète après avoir lui acheté des écharpes pour Noël pendant des années, il lui achète un CD. Alors certes, un CD d'une chanteuse qu'elle aime, mais bon, il y a rien de très extraordinaire, il n'y a pas eu de démarche particulière. Cette scène-là, où Emma Thompson, va dans sa chambre, elle vient de recevoir son cadeau et elle sent la montée émotionnelle, elle ne fait pas de scène, elle va dans sa chambre où il y a une espèce d'effondrement, mais qu'elle maintient à tout prix. Elle pleure, mais elle essuie les larmes très, très vite, il faut pas que son maquillage coule. Elle met de la musique pour pas faire de bruit que ses enfants pourraient entendre. Ça ne dure que quelques instants et elle revient tenir sa place de maman qui emmène ses enfants au spectacle de fin d'année, scolaire. Cette scène-là, où finalement il se passe pas grand-chose, on voit juste qu'elle tient, elle tient, elle tient et il y a un peu trop d'émotions qui débordent, mais ce qu'on voit surtout en tant que spectateur, c'est une blessure narcissique profonde. On voit que d'un coup le masque tombe et qu'elle perd complètement ses illusions et elle se confronte finalement au manque de l'autre. Et elle fait le choix, dans un premier temps, de continuer à tenir son rôle, à tenir sa place et par la suite, elle verbalise un peu plus tard. Là aussi, c'est quelque chose qui est très clinique. Le fait de subir un choc, mais de continuer à fonctionner malgré la douleur. Ça me fait beaucoup penser finalement à ces dépressions masquées. Les gens me disent, «Je suis pas en dépression» ou «Mon mari n'est pas en dépression» puisqu'il va au travail, il sourit, il fait ce qu'il a à faire. Ça n'a rien à voir. On peut être en dépression, être détruit de l'intérieur et pour autant fonctionner, être fonctionnel et continuer à faire ce que l'on a à faire, souvent parce qu'on n'a pas le choix en fait et que si on ne le faisait pas, il n'y aurait personne derrière pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, juste pour vous dire que ces 2 acteurs, étaient extraordinaires et que, enfin bon, de manière générale, ce film est quand même très, très bien joué avec des grands noms. Un autre couple, qui n'est pas un couple, plutôt un trio. Un couple d'amis entre Marc et Peter. On voit que ce sont, donc les 2 meilleurs amis. Peter, épouse Juliette. Je crois que le film commence d'ailleurs sur cette scène. Enfin, il y a une succession de petites scènes, mais on voit Juliette qui rentre dans l'église avec sa robe de mariée. Donc c'est vraiment la scène première du film.
Et puis en fait, on réalise que Marc, donc le meilleur ami du marié, est amoureux de Juliette. Mais il l'aime de loin. Déjà, il l'aime pas vraiment parce qu'il n'officialise rien. Ensuite, elle est en couple et elle est la femme, pas de n'importe qui, mais de son meilleur ami. Cet amour, il est complètement impossible. Et donc il l'aime de loin, il l'observe de loin, il la filme de loin, ce qui est quand même un petit peu problématique aussi. On est dans l'idéalisation pure, on voit qu'il se complaît dans un amour impossible. Si l'amour est impossible, alors on évite le lien réel et quand l'amour, du coup, est inaccessible, alors il reste parfait puisqu'on ne le voit que de loin. On ne voit aucun des défauts, on choisit d'ignorer ce qui ne convient pas, on ne se confronte pas vraiment. Et pourtant cet amour impossible, il a été hyper romantisé. Enfin, ce film a quand même un certain nombre d'années maintenant et la scène des pancartes. Si vous avez vu le film, vous savez qu'il finit par se déclarer à Juliette, qui a quand même deviné, de quoi il s'agissait, mais il lui déclare son amour sur des pancartes, devant la porte, le soir de Noël ou enfin le dans cette période-là. Cette scène-là, je la trouve hyper problématique aussi parce qu'il exprime son amour dans le dos de Peter, puisque Peter est à l'étage, Juliette est en bas, est venue ouvrir la porte. Il demande à Juliette de garder le silence et de garder le secret. Il lui dit qu'il l'aime, mais par écrit, hein, et donc pas dans un échange. En fait, il y a pas de communication, heu, dans les 2 sens. C'est un monologue, c'est pas une discussion. Il l'informe en gros qu'il est amoureux d'elle et il conclut par, «C'est fini. Voilà, je passe à autre chose, c'est fini, je te souhaite le mieux». Alors d'une part, si c'est fini, pourquoi officialiser et risquer de faire exploser sa relation à son meilleur ami, de faire exploser la relation entre son meilleur ami et sa femme? Bref, cette scène-là, je trouve qu'elle est problématique et surtout elle est très révélatrice du psychisme de Marc. Parce que ce qu'on voit, c'est que Marc, il ne sait pas s'engager en relation. Il prend pas de risques et donc il ne vit pas vraiment. On lui souhaite qu'après avoir, de lui-même décidé de stopper cet amour idéalisé, il puisse être ouvert à l'aventure et donc expérimenter des vraies rencontres. Mais finalement, cet amour-là, qui a été présenté comme très pur et très beau, moi, personnellement, je ne le trouve pas du tout un modèle à atteindre ou un modèle d'amour romantique sain. À propos d'amour sain, on va parler d'une autre situation, c'est la situation de Jamie. Jamie, lui aussi, dès le départ, on sait tout de suite c'est quoi son problème. Il réalise que, sa femme ou chérie, je ne sais plus s'ils sont mariés, hem, le trompe avec son propre frère. Le peu d'échanges qu'il y a entre son frère et lui, on comprend que bon, ils ont leur maman encore, qu'ils lui parlent pas tellement et que entre son frère et lui, il y a quand même aussi peu de communication et donc en fait, il est doublement trompé par sa femme et par son frère. Il est blessé, il est humilié et donc Jamie part. Très drama queen, il part à l'étranger, il part en France, donc il quitte l'Angleterre pour partir en France, un peu comme un artiste maudit, lui qui est écrivain, il va aller écrire dans une maison en France qu'il a l'habitude de louer. Ah, très c'est rigolo et donc dans ce contexte très particulier, voilà qu'il rencontre Aurélia. Aurélia qui n'est même pas française, elle est portugaise et elle vient faire les ménages dans ce logement en France. Ils parlent pas la même langue tous les 2, ni l'un ni l'autre ne parle, la enfin, elle ne parle pas anglais, il ne parle pas un mot de portugais et visiblement ils n'ont pas de langue, annexe qu'ils pourraient utiliser pour communiquer. Donc en fait, ils se comprennent pas par le langage verbal, ils vont petit à petit apprendre à se comprendre par des gestes et beaucoup d'interprétations. Il y a de la projection plus dans cette relation, puisqu'en fait, comme ils ne se comprennent pas, ils ne peuvent qu'imaginer ce que l'autre essaye de dire, ce que l'autre est en train de penser ou autre. On connaît pas trop l'histoire de d'Amélia auparavant, mais d'Aurélia, pardon, auparavant. Mais pour Jamie, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une logique de réparation narcissique. Son ego a été grandement blessé par la tromperie de sa femme, heu
et donc finalement cette nouvelle relation naissante qui est très fragile, c'est la promesse d'un peut-être amour radieux. On est quand même dans un fantasme, hein, le fantasme d'un lien qui se ferait sans conflit, puisque comme il n'y a pas véritable compréhension, il y a toujours moyen d'interpréter et de ne pas se confronter réellement. On est dans l'idéalisation de la rencontre, parfaite où finalement, il n'y aurait pas besoin de mots pour s'aimer et s'aimer sur du long terme. Bref, pour résumer ça, je trouve que cette période-là dans la maison où ils tombent amoureux l'un de l'autre, c'est ça représente assez bien les débuts, vraiment les premiers jours, les premières semaines d'une relation amoureuse. Cet espace où tout est rose, on a l'impression d'avoir des lunettes roses qui font que tout est magnifique, tout est beau, on ne voit aucun des red flags, on ne voit aucun des défauts et on est vraiment dans un espace comme si on était dans une grande bulle où on est protégé du réel. D'un coup, tout semble, peu important, sauf l'autre, sauf l'amour et sauf ce bien qui nous est fait finalement, de ressentir de l'amour, de ressentir l'amour de l'autre. Alors voilà, vous avez bien compris que tout ça, je trouve que c'est très beau, mais c'est très fragile. Là aussi, on nous présente finalement les prémices d'une relation, mais on ne nous garantit pas du tout que ça va durer. Parce que même s'il y a la très belle scène a un peu plus loin dans le film où l'un apprend la langue de l'autre en cachette pour pouvoir se comprendre, où, lui, va, devant sa famille à elle et devant, tout un tas de clients d'un restaurant, faire une grande déclaration d'amour. La compréhension, elle reste quand même complexe. La compréhension de l'autre, la communication restera quand même un point sensible dans leur couple. C'est ce qui en fait la beauté, certes, mais ça en fait quand même un point de fragilité. Je reviens sur la famille parce que ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est que finalement, la famille, elle devient aussi un facteur de réparation pour Jamie. Parce que Jamie, visiblement, hein, il a, comme je vous disais, on n'a pas l'impression qu'il soit proche de sa famille. Il est plus en contact avec son frère, visiblement non plus. Enfin, a priori, il ne lui parle plus. Il ne lui a pas, dans ce petit laps de temps, il ne lui a pas encore pardonné ce qu'il a osé faire à son couple. Et à contrario, la famille d'Aurélia semble très présente, très protectrice, peut-être un peu trop. C'est très caricatural, l'éducation à la portugaise, blablabla. Mais elle est quand même présentée sous un jour bienveillant. Et ça, c'est peut-être un nouveau lien de sécurité pour Jamie aussi. Parce que c'est un lien qui semble très idéalisé, mais ça peut être aussi un point en plus positif pour lui dans cette nouvelle relation et j'avoue que je suis assez curieuse, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire, même si c'est justement le fait de ne pas savoir qui en fait la beauté, mais j'aimerais bien savoir comment ça va se passer pour eux après. Parce qu'il y a quand même beaucoup en jeu, beaucoup de réparations attendues d'un côté comme de l'autre, et donc oui, comme on reste dans ce suspense, plutôt joli, mais suspense quand même, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après. À propos de famille, on va passer sur un autre type de relation. On va passer sur la relation entre Daniel et Sam. Alors, Daniel, c'est un monsieur qui vient de perdre sa femme qui est décédée. Sa femme qui a eu un enfant d'un premier mariage, qui est donc un petit garçon qui s'appelle Sam. Alors, je sais pas quel âge il a, 8 ans? Je sais plus, je sais qu'ils le disent dans le film, mais là j'ai oublié. Hem Et donc voilà, la maman s'appelait Johanna, Daniel est au 36e dessous parce que l'amour de sa vie est décédé et Sam, bah, lui, il est dans une situation complexe parce qu'il vient de perdre sa maman. Visiblement, il n'a pas de papa, il ne lui reste que ce beau-père avec qui il s'entend quand même suffisamment bien, mais qui n'est pas son père, biologique et on voit que Sam, il est en train de vivre finalement son premier amour. Il est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Johanna comme sa maman, qui visiblement a la même énergie, la même joie, la même luminosité. Et là, le film, il va nous parler d'un sujet un double sujet qu'on voit rarement à l'écran, hein, il faut bien le dire. Déjà, comment se crée, se consolide et se vit une relation forte entre un beau-père et un enfant. Parce que, là, en plus, il y a plus de maman ou de famille extérieure pour temporiser tout ça. Donc comment, eh bien, on solidifie la famille qu'on s'est choisie? Et puis, comment le désir peut cohabiter avec l'idée du deuil?
Voilà, donc vraiment 2 sujets en parallèle et que je trouve traités très finement. C'est que déjà l'amour, n'a pas besoin de lien du sang et ensuite oui, on peut, aimer et être en deuil. On peut être en deuil et aimer en même temps. Donc ça va nous parler du travail du deuil, ça va nous parler de la transmission du lien. Je pense que ça nous parle aussi de tout ce qu'on appelle, l'investissement affectif parce que, Daniel, il va quand même accompagner Sam dans cette, découverte de l'amour et du relationnel, alors qu'il est lui-même en souffrance et ça va lui faire du bien, mais ça va aussi nourrir, sa souffrance, mais ça va aussi nourrir positivement et renforcer le lien à l'autre. C'est vraiment intéressant et d'un point de vue, configuration relationnelle, Daniel, il est une figure d'attachement hyper sécurisante pour le petit Sam. Il n'est pas fermé au lien malgré sa souffrance et malgré la perte. Au contraire, il va être très, décisionnaire pour co-créer une nouvelle relation avec Sam, pour co-créer un nouvel équilibre avec lui, sans sa maman et donc oui, je trouve qu'effectivement, c'est quand même apporter une base de sécurité à ce petit garçon qui est extrêmement touchante et qui est extrêmement belle. Je vais vous parler d'un amour simple, voilà, continuons dans la liste. Il y a le la rencontre entre John et Judy, une rencontre dans un contexte qui est très sexualisé, hein, puisqu'en fait, ils sont tous les 2 doublures, de films porno. Donc ils ne font pas de films porno, mais ils sont, nus et pourtant ils sont hyper pudiques l'un comme l'autre, assez timides et pour autant ils avancent dans leur relation. C'est très joli, c'est très mignon et pourtant c'est hyper intéressant justement, ça pourrait sembler un tout petit peu gnangnan et au contraire, je trouve ça vraiment bien pensé d'avoir aussi montré une belle relation, quelque chose de simple, dans ce genre de film. On nous montre toujours des scénarios compliqués où il faut courir après l'amour, où il faut, balayer des obstacles. Là, on est dans quelque chose où il y a pas d'enjeu narcissique majeur, où il y a un lien de sécurité qui se met en place petit à petit, mais sans montagne russe émotionnelle, où chacun peut être soi-même et donc en fait, oui, ça nous montre une relation qui peut être simple, qui peut être sans drame, qui peut être progressive et je trouve que c'est très rare et je trouve que c'est très beau. Les films, les réseaux sociaux, les tabloïds, ils ne nous parlent que de ça, hein, que de drames amoureux, que de choses extravagantes. Mais en fait, des relations simples et équilibrées, ça existe aussi. Et ça devrait plus faire partie du paysage médiatique au lieu de faire figure d'exception, comme c'est le cas dans ce film. Donc voilà, je c'est peu de choses à dire finalement sur ce couple, à part que c'est très, très sain tout ça et c'est chouette, ça fait du bien de voir une relation saine. Hem, Celle qui a peut-être marqué le plus tout le monde comme belle histoire d'amour, parce que qu'est-ce qu'on adore ça quand même quand ça se passe bien, c'est la relation qui se crée entre celui qui vient juste d'être, choisi nouveau premier ministre anglais, David, et une de ses assistantes, Nathalie. Donc dès le départ, là, j'ai posé le truc quand même, hein, c'est une relation asymétrique dans un contexte de pouvoir. Il y a le Premier ministre et il y a celle qui lui apporte le café, parce que quand je dis assistante, certes, elle est présentée comme étant assistante, mais en fait, on la voit surtout apporter le café et les petits gâteaux. Il y a une dimension narcissique importante dans cette relation, mais elle va évoluer vers quelque chose qui est plus authentique et qui donc justement a marqué les esprits. Déjà, au départ, on voit que l'attraction, elle est quand même liée au statut. Alors, vous allez me dire, elle lui a pas couru après parce qu'il est le Premier ministre. Certes, on est quand même dans une, situation professionnelle, où elle est un petit peu avant même de lui avoir parlé, elle est déjà un petit peu émue parce que il est beau, il est charismatique, il a le pouvoir. Hem, donc il y a déjà cette asymétrie où lui a le pouvoir, et la beauté. Elle, elle a la beauté, elle est très belle, mais elle se montre très fragile. Dès le départ, elle bégaye, elle s'autocritique parce que: «Oh, elle a pas su suffisamment bien dire ou bien faire les choses». Bon, il y a quand même, donc une relation qui est liée au statut et qui est asymétrique dès le départ et puis ça se transforme vers un lien plus humain. On voit qu'il, petit à petit, lui, le Premier ministre, il va sortir des rôles sociaux, il va sortir de sa position purement sociale
professionnelle. Nathalie, de son côté, elle, elle va se mettre en exergue de la situation professionnelle et elle va aussi sortir d'une situation purement familiale, d'une position purement familiale et donc ça va permettre de créer du lien. Alors, c'est le tout début du couple puisque finalement, ils se font un bisou et à la toute fin du film, on voit que, quand il revient de voyage, elle lui saute dans les bras, ils sont fous amoureux. On se doute que ça ne fait pas très, très longtemps quand même qu'ils sont en couple, mais ils ont officialisé les choses. Donc c'est beau, c'est mignon, on adore ça. Pour autant, ça reste quand même un couple où là aussi, rien n'est acquis. C'est un vent de fraîcheur dans un milieu politique et professionnel extrêmement cadré. Pour autant, c'est loin d'être une relation amoureuse qui ça semble être un peu l'histoire du prince charmant et de la princesse, enfermée dans son donjon. Donc, à surveiller du coin de l'œil parce qu'on sait que les choses ne sont jamais si simples dans la vraie vie. Et enfin, je parle beaucoup. Et enfin, il y a une autre relation dont je voulais vous parler, c'est la relation du fantastique, rocker Billy Mack avec son manager, qui s'appelle Joey. C'est pas une relation romantique du tout, c'est une relation amicale, fraternelle, on ne sait pas trop comment l'appeler, qui pourtant part de loin, hein, parce qu'au départ, ça tourne vraiment au harcèlement. Je trouve que la star de rock un peu sur le déclin, il traite vraiment son manager assez mal, hein, il faut l'avouer. Il n'écoute pas ses conseils, il ne valorise absolument pas son travail. Bref, c'est ce qu'on peut qualifier de relation toxique, relation professionnelle toxique, un peu plus que professionnelle parce qu'on comprend qu'ils sont liés tous les 2 depuis très longtemps, donc ça vire un petit peu à l'amical, mais du coup avec quand même un harceleur et un dominant, un dominé. Le dominé prend tout dans la tête et le dominant, doit tout à la constance et au travail, du dominé. Bon, je caricature à peine. Heureusement, il y a un tournant dans l'histoire parce que Billy, à qui d'un coup, le succès, fait un coucou, il a une nouvelle, voilà, un nouveau succès dans sa carrière. Billy réalise que le plus important pour lui est déjà là, que finalement toutes ces nouvelles personnes qui lui tournent autour parce qu'il a du succès, heu, ce ne sont pas des personnes sur qui compter, ce ne sont pas ses vrais amis et que la seule personne qui a vraiment compté pour lui, qui a cru en lui et qui ne l'a jamais abandonné, c'est Joey. Alors oui, là, ça fait clairement conte de fées, comme je vous disais dans l'exemple précédent. On est clairement dans une situation utopique parce que je n'ai jamais vu ça, un harceleur qui d'un seul coup réalise à quel point, il aime et il est dépendant de la personne qu'il maltraite. Pour autant, c'est une relation qui est très intéressante parce que pour une fois, on va voir qu'il y a la reconnaissance d'un lien réel. Généralement, on voit pas ça, on voit de l'utilité, on voit l'un qui utilise l'autre jusqu'à la moelle, puis le jette quand il trouve un remplaçant. Là, on est dans une situation où justement, il y a une prise de conscience suffisamment importante pour qu'il réalise que, beh, qu'il a de l'attachement pour son manager et finalement, il va déplacer son investissement, il va reconnaître le lien réel et c'est comme si le film nous montrait que l'amour, voilà, encore une fois, il peut prendre plein de formes différentes, mais il peut aussi prendre la forme d'une reconnaissance et repartir sur des bonnes bases dans une nouvelle dynamique relationnelle. Je sais que j'en ai oublié, je sais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressantes. Il y a le cas du jeune homme qui dont j'ai oublié le prénom, qui part en Anglet qui part d'Angleterre pour vivre son rêve américain et juste trouver plein de filles. Bon, j'en parle pas parce que c'est peu intéressant dans le fond, finalement, tout ce qu'il veut, c'est la reconnaissance, de son sex appeal et donc la validation de sa véritable valeur. Il y en a peut-être d'autres et puis surtout, il y a beaucoup de liens parce que ce qu'on peut voir tout au long du film, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser dès le départ, mais c'est une succession d'histoires tout au long du film, différentes histoires qui sont entremêlées et qui se succèdent, mais en réalité, on se rend compte plus le temps avance dans le scénario qu'il y a des liens. Lui, c'est le frère d'elle, elle, c'est la sœur d'eux, lui, c'est le patron d'eux. Et donc, finalement, c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait, si on vraiment on voulait creuser le scénario, on pourrait aussi analyser ces liens amicaux, ces liens professionnels, ces liens familiaux. Je voulais vous faire un petit point sur la sexualité parce qu'elle a été quand même très présente dans ce film.
même si encore une fois, elle n'a pas toujours été, le point le plus important de la relation telle qu'elle était. Hem, on voit qu'en tout cas pour Jamie, la sexualité, elle a un rôle de réparation. Pour Harry, avec, la collègue qui le séduit, c'est quand même plutôt une réparation narcissique. Pour Sarah, la sexualité, c'est un empêchement, hein. Elle l'empêche de vivre, elle l'empêche de faire son devoir, en tant que grande sœur. Pour John et Judy, bah, la sexualité, c'est un terrain de rencontre. Pour Billy Mack, et bien, la sexualité, c'est son gagne-pain professionnel. C'est ce qui fait qu'il sort du lot et qu'il est reconnu sur les scènes, non pas pour ses chansons, hein, qui sont très gnangnan, là, sa reprise d'une chanson de Noël, il y a rien de plus gnangnan, mais comme il le fait de manière très sexualisée, c'est ça qui lui accorde finalement un regard extérieur et la validation du public. Bref, dans tous les cas, c'est quand même hyper intéressant de voir que la sexualité, elle peut être à la fois une défense, elle peut être une preuve, elle peut être un terrain de rencontre. Et finalement, est-ce que la question importante de ce film, s'il utilise le sex appeal, l'amour amoureux, est-ce que ce serait pas quelque chose qui nous permettrait de nous demander comment on utilise l'autre pour nourrir quelque chose en soi? Je vais essayer de reformuler ça mieux. Dans toutes les relations, on voit qu'on étudie différents paramètres du lien d'amour, par la famille, par l'amitié, par, le soutien dans l'épreuve, par la reconnaissance de ce que l'autre vit. Parce que là aussi, là, dans toutes ces petites, relations dont je n'ai pas parlé, alternatives, quand on voit que, tel collègue, soutient la femme du patron, que telle, voilà, elle, c'est la sœur qui va soutenir son frère dans le deuil. À travers tout ça, finalement, il y a des thèmes très communs. Il y a la peur de s'engager, il y a la difficulté à se choisir soi plutôt que de s'oublier dans le couple ou s'oublier dans la relation à l'autre. Il y a le besoin de réparation, il y a l'idéalisation, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait aussi d'éviter le réel. Et puis surtout, pour résumer ça, l'amour, c'est la capacité ou non à se montrer vulnérable face à l'autre. Tout ça, ce que ce film nous montre, en parlant d'amour avec un grand A, ce qu'il nous montre, ce sont des dynamiques relationnelles. Et chaque relation, c'est une variation autour de tous ces enjeux-là. Et c'est ça qui fait, je pense, Love Actually un film très riche. Et à chaque revisionnage, je découvre des nouvelles subtilités sous-jacentes parce qu'en fait, il y a énormément de relationnel et si on le regarde d'une manière naïve, on se contente de voir les histoires d'amour, alors qu'en réalité, en réalité, c'est bien plus que ça. En réalité, je souris parce que je voulais vous parler du titre du film qui n'a pas été traduit en français. Love Actually. Actually, c'est un faux semblant, ça ne veut pas dire actuellement en français. Actually, ça veut dire en fait, ça veut dire en réalité, réellement. Donc Love Actually, on peut le traduire par l'amour vrai, l'amour véritablement. Autrement dit, l'amour sans le filtre rose romantique et sans tous les idéaux inatteignables, que l'on a en tête du matin au soir, parce que la société nous rabâche que l'amour, c'est un magnifique film Disney où on sait jusqu'à la fin, ils s'aiment et ils sont heureux jusqu'à la fin des temps. Oui, bon, certes. En réalité, l'amour, c'est pas ça, l'amour, c'est du quotidien. Love Actually ne nous dit surtout pas que l'amour est partout et que c'est le but de la vie, alors qu'il ne fait que parler d'amour du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, parce qu'il nous montre que l'amour, ça fait partie de la vie, que l'amour est sous plein de formes différentes et qu'on ne peut pas y échapper. À partir du moment où on a une vie sociale minimale, on a de l'amour, même si c'est pas celui qui nous nourrit, n'empêche que. Et ouais, je pense que ça nous montre que l'amour, c'est pas cette vision, très très contemporaine finalement où je parle de prince et de princesse, mais il suffit de regarder la télé, les tabloïds et le quotidien et les réseaux sociaux. On nous parle en permanence de ça, de princes et de princesses modernes. Mais en fait, ce film, il nous dit pas ça, hein, il nous dit plutôt que chacun aime comme il peut, que chacun fait ce qu'il peut avec son histoire, avec tout ce qu'il a construit,
depuis sa plus tendre enfance pour survivre émotionnellement et ce, tout au long de son existence. Et donc ce film qui nous montre plein d'événements successifs et plein d'histoires juxtaposées, nous montre quand même plein d'histoires différentes et dans ces histoires, certaines ouvrent vers une rencontre réelle. On ne sait pas vers quoi s la ren à quoi la rencontre va aboutir, mais en tout cas, certaines histoires montrent vraiment une rencontre. D'autres vont rester dans la répétition, voire dans l'évitement de la réalité. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant d'un point de vue psychanalytique, parce que bon, si on se contente de regarder le film, oui, il est chouette, hein. Pour ma part, comme je vous disais tout à l'heure, c'est, mon film feel good de Noël, je le regarde tous les ans. Mais, vous savez que ce que j'aime avant tout, c'est m'interroger et ce film, je l'aime parce qu'il me permet de m'interroger justement, parce qu'il me fait cogiter et il me fait m'interroger sur moi-même. C'est-à-dire qu'est-ce que dans mon histoire, hem, qu'est-ce qui influence ma manière d'aimer? Qu'est-ce que j'amène de mon histoire dans ma manière d'aimer? Et d'avoir tant de subtilité dans le scénario, je trouve que ça tend un miroir, qui à chaque fois nous renvoie d'autres subtilités, mais un miroir pour explorer, en tout cas en ce qui me concerne, ma manière d'être en relation avec les autres et donc ça met aussi en avant mes zones d'ombre, mes fragilités, mes incohérences et c'est ça qui est hyper intéressant parce que si j'accepte de regarder mes zones d'ombre, alors si je le souhaite, parce que ça reste toujours un choix, je pourrais décider de travailler sur certains points. Donc voilà, j'espère que ça vous fait la même chose quand vous regardez un film intéressant. J'espère que ça vous le fera peut-être la prochaine fois que vous verrez ce film ou un film sur les histoires d'amour pour essayer d'aller un petit peu plus loin que le simple scénario feel good de départ et que ça vous aidera à voir comment votre vie influence votre manière d'aimer l'autre avec un grand A. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça évoque des choses pour vous. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires si vous le souhaitez ou en message, via mon site plutôt parce que j'utilise assez peu la messagerie des réseaux sociaux. Mais voilà, via mon site, vous pouvez me contacter, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dis à très bientôt dans Pop Culture et Psycho. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.